La grâce présidentielle, pour rappel, c'est une mesure que le président de la République peut, dans certaines situations, prendre afin de changer ou afin de dispenser des condamnés de l'exécution de la peine. Donc, la grâce emporte juste dispense d'exécution d'une peine prononcée légalement par une juridiction. C'est cela en fait la grâce présidentielle. Et cela signifie qu'une personne graciée reste coupable aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi, cette personne est coupable. Mais c'est le président qui, de par son pouvoir discrétionnaire, décide de dispenser cette personne pour des raisons qu'il n'a pas à donner au public. Donc, cette mesure n'influe pas sur les réparations que la juridiction a prononcées à l'encontre de la personne. Par exemple, les frais de justice, les dommages intérêts, les amendes, ça n'influe pas. C'est juste sur la peine principale prononcée par une juridiction. Au Niger, sous la 7e République, c'est l'article 72 de la Constitution qui parle de la grâce présidentielle. Et cet article nous dit le président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée pour les crimes imprescriptibles. Donc, à lire cette disposition, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans une situation de crime imprescriptible, eh bien, le président de la République peut décider de gracier. Les crimes imprescriptibles, c'est les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Donc, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans cette situation, eh bien, le président de la République, de par le pouvoir que la Constitution lui donne, il peut décider de gracier une personne. Et pour rappel, cette disposition n'a pas toujours existé comme ça. Si vous prenez par exemple la Constitution de la 4e République, la Constitution de la 5e République, la Constitution de la 6e République, la disposition existait. Par exemple, pour la 5e République, c'est l'article 55. Nous dit juste que le président de la République a le droit de grâce. C'était la même formulation sous la 5e République, à l'article 55, mais sous la 6e République, c'est l'article 60 qui parle du fait que le président de la République a le droit de grâce. Mais il n'y a pas de limite à l'époque. Mais la révolution, c'est que sous la 7e République, il y avait une limite à ne pas dépasser, qui est celle des crimes imprescriptibles. Donc, il s'agit d'un pouvoir personnel du président de la République et discrétionnaire. C'est un acte qui échappe au contrôle administratif et au contrôle judiciaire. Parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Et de par la doctrine et la jurisprudence, les actes de gouvernement ne peuvent pas faire l'objet de recours. Que ce soit pour excès de pouvoir ou bien de recours de recours en réparation. C'est des actes qui sont comme ça. Et la grâce, ça peut être collectif. Collectif parce que le président de la République peut décider de fixer juste des conditions pour accéder à cette mesure. Toutes les fois où la personne remplit ces conditions, eh bien, la personne peut bénéficier de cette mesure de grâce présidentielle. La grâce peut aussi être individuelle. Il peut décider de gracier une seule personne, nommément désignée. Donc, le domaine d'application de cette mesure, c'est un domaine très large, parce que ça s'applique aux peines principales. Par exemple, la seule limite, c'est qu'on dit il faudra que la peine soit exécutoire. Donc, c'est seulement pour les décisions devenues définitives. À entendre décision devenue définitive, une décision contre laquelle aucune voie de recours n'est autorisée. Aucune voie de recours. Ni d'appel, ni d'opposition, ni de pouvoir. Aucune voie de recours n'est autorisée. Et
Si vous prenez par exemple en matière pénale, lorsqu'une personne a été condamnée, la personne peut interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours. Maintenant, à l'expiration de ces 10 jours, la décision est devenue définitive à son égard du fait du non-exercice de cette voie de recours. Mais là, ce qu'on doit préciser, c'est que le procureur général peut aussi interjeter appel. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Je ne dis pas le procureur de la République. Lui, il a aussi son droit d'appel. Mais de l'autre côté, le procureur général aussi, au-delà du procureur de la République, peut interjeter appel contre une décision. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Donc, c'est seulement à l'expiration de ce délai de 3 mois qu'on considère que la décision est devenue définitive. Donc après, si la personne se retrouve dans les conditions prévues par le décret portant remise gracieuse des peines, eh bien la personne peut espérer d'accéder à cette mesure. Et c'est seulement aux amendes fiscales, aux droits fixés de procédure et aux dommages et intérêts que cette mesure ne peut pas s'appliquer. Comme je l'expliquais tantôt. Ça a juste pour effet de dispenser la personne de l'exécution de la peine d'emprisonnement et non du paiement des dommages et intérêts et non du paiement des droits fixés de procédure. Les droits fixés de procédure, c'est tout ce qui concerne le remboursement des frais d'avocat que l'autre partie a eu à prendre, les frais d'huissier que l'autre partie a eu à débourser. Maintenant, la procédure d'obtention de la grâce. En fait, concernant la grâce, la législation au Niger n'est pas tellement développée. Donc, on se retourne dans la doctrine et dans la pratique. Parce que c'est seulement, comme je vous le disais tantôt, c'est l'article 72 de notre Constitution de la 7e République qui en parle. Donc, c'est une formule, c'est une demande écrite qui est adressée au président de la République, lui demandant de bien vouloir accéder, pour des raisons qui te sont personnelles, à t'accorder la grâce présidentielle, à t'accorder sa grâce, donc sa bénédiction de ne pas exécuter la peine. Donc, en pratique, le dossier est instruit par le parquet. Et on demande au parquet de prendre l'avis, par exemple, du président de la juridiction de la condamnation, de faire des enquêtes, de demander au procureur général de donner son avis. Après, on transmet le dossier au ministère de la Justice, qui à son tour aussi va donner un avis. Maintenant, si l'avis est favorable, on prépare déjà un projet de décret qu'on va soumettre au président de la République pour signature. Si le président estime, parce qu'il n'est pas obligé de partir dans le sens de l'avis donné par les autres. Bien que, par exemple, le ministre de la Justice estime nécessaire que cette grâce doit être accordée, il peut ne pas donner son avis. Lui, il donne un avis. Si c'est un avis favorable, il prépare déjà un projet de décret. On soumet au président de la République pour signature. S'il estime nécessaire d'accorder cette mesure de grâce, eh bien, il va apposer sa signature. Et pour rappel, ce décret est aussi contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Donc, il s'agit d'un décret. Aucun recours n'est possible contre ce décret parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Maintenant, l'exécution du décret portant remise gracieuse des peines se fait comment? Si aujourd'hui, le président de la République prend un décret, ou comme on a l'habitude de voir les décrets, on dit l'exécution sera surveillée par le ministre de la Justice. Donc, le ministre renvoie au procureur de la République, donc aux différents procureurs de la République qui ont en charge la gestion des maisons d'arrêt. C'est eux, en collaboration avec les régisseurs des maisons d'arrêt, ils vont vérifier les personnes accessibles, je dis bien accessibles à cette mesure. Parce que vous allez voir, il y a des conditions, parfois on fait des exclusions, on dit des personnes qui ne doivent pas en bénéficier, on dit des personnes qui doivent en bénéficier. Donc, lorsque le régisseur établit la liste, le régisseur soumet cette liste au procureur de la République, qui à son tour va vérifier en fonction des infractions pour lesquelles les personnes qui sont sur la liste
ont été poursuivis, en fonction de leur durée, parce que parfois ça tient compte de ça, ils vont vérifier est-ce que cette personne se trouve dans les personnes bénéficiaires de cette mesure. Si c'est OK, eh bien, le procureur de la République signe l'ordre de mise en liberté provisoire. Donc, après cette mesure de vérification, si tout est OK, on signe. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où une personne remplit les conditions, mais ne se retrouve pas sur la liste. Quelle conduite à tenir? Tout à l'heure, j'expliquais qu'aucun recours juridictionnel n'est possible contre cet acte parce que c'est un acte de gouvernement. Et là, l'attitude à tenir, c'est d'écrire une correspondance soit au procureur de la République, soit au régisseur de la maison d'arrêt où la personne est incarcérée, pour attirer son attention sur le fait que tu remplis les conditions fixées par le décret et qu'ils ont l'obligation d'exécuter ce décret. Et l'exécution de ce décret entraîne à ce qu'on te met dedans. Parce que tu remplis les conditions. Donc tu attires leur attention parce que ça peut être une omission. Et là, ils ont l'obligation de faire cette vérification, de vérifier est-ce que tu remplis les conditions. Si c'est OK, eh bien, on va te remettre dans parce que c'est un droit en fait, on va te remettre dans tes droits. La grâce présidentielle a pour effet juste de dispenser le condamné d'exécuter une peine. Comme je le disais tantôt, aucunement elle n'a pour effet d'effacer une condamnation. Elle entraîne juste la non-mise à exécution d'une peine. C'est ça en fait l'effet principal. Elle concerne généralement les peines principales. Qu'au regard de la paupérisation de la justice, maintenant, beaucoup de victimes particulièrement se demandent est-ce que cette mesure de grâce est la bienvenue? Parce que imaginez, après 5 ans de procès, on se retrouve dans une situation où on dit, bon, après tout ce travail effectué, eh bien, la personne ne va pas purger sa peine. Donc, pour certaines victimes, c'est vraiment de trop. Ce qui a amené en 2008, en France par exemple, au temps de Nicolas Sarkozy, a décidé de ne plus, d'abolir ou disons d'interdire les grâces collectives. Donc maintenant en France, depuis 2008, c'est juste les grâces individuelles. Il n'y a plus de grâces collectives. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, surtout pour les victimes, qui dénoncent cette situation. À tort ou à raison. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la victime, si c'est par exemple le condamné qui parle, le parent du condamné, l'ami du condamné, la femme du condamné, pour eux, la grâce, c'est une bonne chose. Parce que ça permet à ce qu'une personne ne se retrouve pas en prison. Mais si c'est la victime qui parle, ou les ayants droit de la personne décédée du fait de l'infraction qui parle, pour eux, c'est vraiment un affront. Et de l'autre côté aussi, on se retrouve dans une situation où la question peut se poser de la séparation des pouvoirs. Parce qu'il revient à l'autorité judiciaire de faire un travail. Ce travail a été effectué. Et ce travail a abouti à une décision de condamnation. Et de l'autre côté, on dit le pouvoir exécutif peut décider de dispenser les effets du travail effectué par le pouvoir judiciaire. Là, la question se pose. Est-ce que la grâce présidentielle ne va pas à l'encontre du principe sacro-saint de l'État qui est la séparation des pouvoirs? D'autres vont dire que c'est du fait de sa qualité de premier magistrat, mais c'est juste un rôle protocolaire. Le président n'a pas une juridiction à lui. Le président de la République, je veux dire. C'est juste un rôle protocolaire. Il revient au judiciaire, proprement dit, de suivre ce travail. À partir de l'instruction, après un jugement, on revient avec une décision de condamnation et puis on se retrouve un beau jour avec une décision de condamnation. D'autres diront que non, c'est du fait du surpeuplement des maisons d'arrêt. Mais là, est-ce que cette question a droit de citer? Parce que si l'État décide
de créer les conditions pour envoyer les gens en prison, moi je pense qu'il revient aussi à cet État de créer les conditions pour les maintenir en prison. Parce qu'il faut aussi voir de l'autre côté les victimes. Les victimes. Mais là, la question du débat, ce n'est pas cela. Pour ce qui est de la grâce proprement, si vous voyez un peu partout dans la sous-région, il y a beaucoup d'États qui tentent à accorder cette grâce. Parfois des grâces individuelles, parfois des grâces collectives. Pour ce qui est par exemple du Sénégal dernièrement, à l'issue du procès d'un homme politique bien connu, ils ont décidé d'accorder une remise totale des peines à Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, qui était poursuivi, il avait été condamné en première instance, en appel, ils ont interjeté un pourvoi, la décision était devenue définitive. Donc le président de la République avait décidé de gracier cette personne. Maintenant, en Côte d'Ivoire, entre 2010, pour Ouattara, on dit accorder la grâce présidentielle aux détenus de la crise post-électorale de 2010 à 2011. C'était des milliers de personnes qui ont été libérées. Parfois, le politique se met dans cette situation de dire que c'est une mesure qui permet d'amener la paix sociale. D'amener la paix sociale. Mais bon, parfois, on oublie la paix que les victimes, elles recherchent. C'est cela, en fait, la question. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la grâce présidentielle, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Il peut décider quand il veut, comment il veut, dans la limite des infractions imprescriptibles. Et j'expliquais tantôt qu'en France, depuis un certain temps, on se retrouvait dans une situation de pratiquement pas de grâce présidentielle. Parce que si vous prenez par exemple, il y a certaines statistiques qui sont là. En 2011, il y a eu juste 19 cas. Parce que depuis 2008, je disais que la grâce collective n'existait plus. Donc en 2011, il y a eu juste 19 cas de grâce présidentielle. En 2009, 28 cas. Je prends ça comme ça, pêle-mêle. En 2013, il y a 3 cas. En 2017, 0 cas. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on est de plus en plus dans une situation où certains politiques sont plus réticents par rapport à cette mesure de grâce présidentielle, qui, pour rappel, n'efface pas une condamnation, entraîne juste la non-mise à exécution d'une peine.